On reviendra dans un instant sur la sélection à Sciences Po, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais vous savez très bien que dans les facs de lettres, d'anglais, d'histoire peut-être, d'art du spectacle, on entend beaucoup en ce moment. Évidemment, les entreprises vont passer des partenariats avec les facs scientifiques, avec la biologie ou ce genre de choses, mais pas avec nous. Donc on aura beaucoup moins de financement et donc nos universités vont être dévaluées. Parce que les présidents d'université faisons leur crédit d'être intelligents. Donc, si dans certaines disciplines, les entreprises investissent massivement, ils vont mutualiser au profit des disciplines. Vous en êtes sûr? Mais oui, à Sciences Po, on a un centre d'histoire contemporaine qui est formidable. J'ai beaucoup de mal à convaincre telle ou telle grande entreprise de financer de l'histoire contemporaine. Donc c'est mon boulot à moi, de président d'université, de faire en sorte que l'ensemble des disciplines, l'ensemble des cursus, l'ensemble des centres de recherche bénéficient de ça. Et puis ça doit venir s'ajouter à ce que fait l'État. Je crois que ce qui vient d'être dit est essentiel. L'État investit déjà massivement. Le président de la République et le Premier ministre se sont engagés sur la durée de la législature. On attend une augmentation de 50% des moyens de l'ensemble de la recherche et de l'enseignement supérieur en France sur les 5 ans. Ça, c'est très important. Donc il faut que les engagements soient tenus, c'est ce que vous êtes en train de nous dire très poliment, en gros. Hein. Ce sera le cas, j'ai aucun doute là-dessus. Non, mais ce sera suicidaire pour notre pays. Ce sera le cas parce que les organisations étudiantes, et notamment la FAGE, agira pour que ce soit le cas. Mais... Non, mais tout simplement, toutes les classes d'âge ont intérêt à ce que nous réussissions la réforme de nos universités. Les retraités ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'actifs, qu'il y ait du travail, qu'il y ait du bon travail, parce qu'ils paieront les cotisations permettant de financer les retraites. Donc ce n'est pas un sujet des jeunes contre les autres. Les seniors ont besoin de la réussite des étudiants, parce que les étudiants, via leur salaire, paieront leur retraite. Richard Descoings, vous avez institué à l'entrée de Sciences Po une sélection extrêmement dure, puisque par rapport au nombre de candidats, il n'y a que 5 à 10%, je crois, des candidats qui se présentent au concours de Sciences Po qui sont finalement admis. Pourquoi? Et comment vous justifiez cette sélection à l'entrée? Il y a 10 ans, il y avait 4000 étudiants à Sciences Po. Il y en a aujourd'hui, pendant qu'on parle, 7500. Il y en aura 9000 dans 3 ans. Aucune institution sélective n'a doublé le nombre de ces étudiants en si peu de temps. Et on parle de milliers d'étudiants, pas de centaines, pas de dizaines. Simplement, j'en suis d'ailleurs assez fier, Sciences Po est devenu incroyablement attractif. C'est-à-dire que le nombre de candidats augmente de 15% chaque année. Donc ça n'est pas votre faute. Donc on court derrière. C'est un peu facile quand même, non, parce que la sélection à Sciences Po, repartons quelques années en arrière, vous êtes là depuis 12 ans, je crois, c'est quand même vraiment une marque de fabrique Sciences Po et des grandes écoles en règle générale. Vous avez raison, mais je vais vous donner un exemple précis. Les bacheliers qui ont une mention très bien peuvent demander à être exonérés de l'examen. On a un jury de l'Inspection générale de l'éducation nationale qui regarde. En 2007, 1200 bacheliers avec une mention très bien ont demandé à être exonérés de l'examen. Et le jury l'a pris 350. Moi, j'ai dû expliquer à 850 mentions très bien qu'il fallait faire leur preuve à l'examen. Ça, c'est absurde. Et donc, on a un projet pour ouvrir un second campus de Sciences Po en Ile-de-France. Parce que moi, je crois qu'il faut augmenter le nombre des élèves parce que les entreprises ont besoin... Mais ne pas baisser la sélection, le niveau de sélection. Et réussir à revenir à des taux de sélection plus sains. La sélection devient illégitime quand on ne sait plus expliquer à un candidat pourquoi il n'a pas été pris. Et je suis effectivement inquiet aujourd'hui d'un taux de sélection que je trouve trop dur. Mais disons ça, je veux dire qu'une bonne partie de mes étudiants me trouvent laxiste. Ils me disent qu'il faudrait verrouiller encore plus. Oui, parce qu'ils sont rentrés, eux, à l'intérieur et qu'ils l'ont eu, le concours. Donc c'est normal. Donc moi, je défends les candidats d'aujourd'hui et ceux de demain. Il faut vraiment sortir de la sélection pour la sélection. On peut le dire, l'élite française favorise les grandes écoles parce que l'élite française en est issue. Tout à fait. Il y a une étude récente qui montre que la plupart des chefs d'entreprise du CAC 40 sortent des grandes écoles et pas de l'université aujourd'hui. Je crois que ces chiffres parlent très clairement. Et je ne pense pas que ce soit parce que l'université française est mauvaise, mais qu'il y a justement peut-être aussi une dualité entre deux modèles qu'il va falloir à un moment régler. Dernière question à vous, Thibault Weber, et peut-être à vous, même si vous n'êtes pas forcément bien placé pour répondre. La loi Pécresse sur l'autonomie donne beaucoup plus de pouvoir aux présidents d'université. Est-ce que ça peut les aider à bouger et à prendre des décisions, ou est-ce que ça peut être dangereux?
Alors, justement, sur la loi Pécresse, il y a deux volets, je l'avais dit. Il y a le volet gouvernance, donc les pouvoirs accordés au président d'université, puis il y a le volet autonomie. L'autonomie accordée aux universités, on pense à la phase qu'elle était nécessaire. Je citerai un exemple, c'est que en Écosse, les universités sont autonomes, et bien plus autonomes qu'en France d'ailleurs depuis le XIIe siècle. Et si on devait remettre en cause l'autonomie des universités, c'est là que les étudiants descendraient dans la rue. Il faut aussi voir le point de vue européen est assez intéressant. L'autonomie était nécessaire parce que les universités en ont besoin pour développer un projet de formation et scientifique, de recherche qui leur soit propre en fonction de ses orientations, puis en fonction aussi de son bassin économique et de ses partenaires. Sur la gouvernance, c'est sur ce point-là précis qu'à la FAGE, on est beaucoup moins satisfait. Qu'est-ce que vous en doutez? Tout pouvoir, dans n'importe quel système, et même dans une entreprise, à tout pouvoir, on donne un contre-pouvoir, pas dans les universités. Donc vous voulez quoi? Donc on a un renforcé conseil le de pouvoir surveillance du président de l'université? La loi est écrite maintenant aujourd'hui, mais je pense que les élus étudiants de demain seront d'autant plus responsabilisés par cette loi sur l'autonomie qui veilleront encore davantage au grain. En tout cas, je fais confiance aux étudiants associatifs sur ce point. Mais on a donné beaucoup de pouvoir au président, c'est-à-dire on lui a donné une Ferrari, par exemple. On lui a donné moyen de construire une Ferrari en kit, imaginons, c'est ça l'autonomie. Mais par contre, on lui a pas forcément donné le permis de conduire. Et là-dessus, il était nécessaire, selon nous, d'avoir aussi des conseils, le conseil d'administration, qui puisse avoir à un moment un contre-pouvoir ou une capacité réelle de cogestion qui n'est pas aujourd'hui assurée par la LRU. Et c'est le bémol et les réserves que nous, on garde par rapport à cette loi. Vous avez votre permis de conduire, on est radicalement en ça désaccord. Les présidents de l'université n'avaient quasiment aucun pouvoir. On leur a donné un peu le pouvoir de définir une stratégie et de la mettre en œuvre. Alors, je suis en désaccord, amicalement. Par ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il faille co-gérer les universités. Oui, j'en étais sûre. Co-gestion, c'est quelque chose qui... Mais les étudiants doivent avoir un rôle, ils doivent peser dans les décisions, parce que c'est leur intérêt. Mais peser sur les décisions, ça ne veut pas dire décider à la place. Donc, heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout, sinon on m'accuserait de vérité de syndicat à tel autre. Mais je vous assure, dans mon esprit, les conseils d'administration sont très puissants aujourd'hui. Et on a vu avec les élections qui viennent d'avoir lieu que ces conseils d'administration seront très puissants parce qu'ils sont très divers. Il n'y a pas de majorité automatique dans beaucoup d'universités. Les présidents devront négocier l'obtention de majorité, et c'est là qu'est le vrai contre-pouvoir. Le vrai contre-pouvoir, c'est d'avoir à rendre des comptes devant une assemblée délibérative, exactement comme un gouvernement doit rendre des comptes devant le Parlement. Mais franchement, on partait de très, très, très loin pour les malheureux présidents d'université. Donc moi, je pense que tous les présidents d'université ne sont pas d'accord, parce que j'avais entendu, et même au moment des négociations sur la loi Pécresse, des présidents d'université dire tout simplement, avec ou sans cette loi, avant, quand on était un bon président, on savait s'imposer et adopter une politique pour l'université et se donner les moyens. Donc je pense que là-dessus, de dire que les présidents d'université avant n'avaient aucun pouvoir, c'est peut-être... un pouvoir qui résultait de leur qualité propre, pas du statut institutionnel. Et moi, je crois un peu aux institutions. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus sur le plateau de Pièces à conviction. Même si nous n'avons pas réglé les problèmes de l'université ici ce soir, il y a pas mal de travail.